Ferhil était l'homme qui a peint la Joconde, conçu des machines volantes des siècles avant son époque et disséqué les mystères du corps humain avec une précision inégalée. La solution de Léonard avec l'homme de Vitruve nous donne une vision unique du corps humain, une vision obsessivement symétrique, faussement simple, mais extraordinairement belle. Pour le monde, Léonard de Vinci était le symbole ultime du génie, un esprit qui semblait détenir le plan de l'univers lui-même. Mais lorsque le grand artiste s'est finalement allongé sur son lit de mort, entouré de silence et de croquis inachevés, il a murmuré quelque chose que personne n'attendait. Ce qu'il a dit dans ces derniers instants allait changer la façon dont l'histoire se souviendrait de lui. Et ce n'était pas le genre d'adieu que l'on imaginerait de la part d'un homme comme Léonard. Le génie au travail. Dans la petite ville toscane de Vinci, en 1452, un garçon qui allait redéfinir les limites de la créativité humaine est né. Il s'appelait Léonard de Vinci, et son esprit allait devenir l'un des plus remarquables de l'histoire. Dès ses premières années, Léonard semblait incapable de limiter sa curiosité à un seul domaine. Il était à la fois peintre, inventeur, anatomiste, ingénieur, sculpteur, musicien et philosophe. Sous la direction d'Andrea del Verrocchio, un artiste et sculpteur florentin respecté, le talent extraordinaire de Léonard est rapidement devenu évident. Dans l'atelier de Verrocchio, il a appris non seulement à peindre, mais aussi à penser, à voir le monde comme un réseau de motifs, de formes et de mécanismes sous-jacents. Ces leçons ont façonné tout ce qu'il a touché. Dès l'âge de 20 ans, Léonard avait déjà commencé à surpasser son maître. La légende raconte que lorsqu'il a peint un ange dans l'une des œuvres de Verrocchio, le maître plus âgé, stupéfait par l'habileté du jeune apprenti, a juré de ne plus jamais peindre. Léonard était fasciné par le fonctionnement de la nature, la structure du corps humain, les mouvements de l'eau, la mécanique du vol. Il étudiait la façon dont la lumière se réfractait à travers l'atmosphère, comment les muscles s'enroulaient sous la peau et comment les oiseaux inclinaient leurs ailes contre le vent. Pour lui, l'art et la science n'étaient pas des activités distinctes. C'étaient deux langages décrivant la même vérité. Ses peintures restent parmi les œuvres les plus célèbres jamais créées. La Joconde, aujourd'hui conservée au Louvre, est peut-être l'image la plus célèbre au monde. Puis vint la Scène, une fresque qui redéfinit l'art religieux. Peinte sur les murs d'un monastère dominicain à Milan, l'œuvre capture le moment précis où Jésus dit à ses disciples que l'un d'eux le trahira. Et il y a aussi l'homme de Vitruve, cette esquisse emblématique d'un homme inscrit dans un cercle et un carré. C'est un manifeste de proportion, d'équilibre et de la relation entre la forme humaine et l'univers. Créé vers 1490, il montrait l'obsession de Léonard pour l'harmonie, l'idée que tout, du corps humain aux planètes, suit un ordre mathématique. Pourtant, malgré tous ces chefs-d'œuvre, le véritable monument de Léonard est peut-être les milliers de pages qu'il a laissées dans ses carnets, remplis de notes écrites en miroir, de croquis de machines, d'études anatomiques et d'inventions fantaisistes. Ils sont une fenêtre directe sur son esprit. Il a imaginé des hélicoptères, des chars d'assaut et des chevaliers mécaniques des siècles avant qu'ils ne deviennent réalité. Il a conçu des ponts, des réseaux de canaux et des dispositifs de mesure de l'humidité. Une page pouvait contenir un plan d'ingénierie, la suivante une étude d'un fœtus dans le ventre de sa mère. Beaucoup de ces idées n'ont jamais quitté la page, mais cela n'avait pas d'importance pour Léonard. Selon les récits historiques, il semblait bien plus intéressé par le processus de découverte que par le résultat lui-même. Ses carnets montrent un homme animé d'une curiosité implacable, quelqu'un qui ne pouvait se reposer tant qu'il n'avait pas compris comment le monde fonctionnait. Les observateurs de son époque le décrivaient comme à la fois brillant et distrait. Il pouvait commencer une commande avec passion pour l'abandonner à mi-chemin parce qu'une nouvelle question,
avait capté son attention. Mais ses mécènes, ducs, rois et érudits, toléraient cette excentricité parce qu'ils reconnaissaient que son esprit fonctionnait à un autre niveau. C'était le genre de penseur qui pouvait disséquer un cadavre le matin, concevoir une machine volante l'après-midi et peindre le divin à la lumière des bougies la nuit. Ce qui rend Léonard si fascinant, c'est qu'il ne semblait jamais cesser d'apprendre. Même dans ces dernières années, il a continué à remplir des pages de calculs, de croquis et d'observations du monde qui l'entourait. Il mesurait les rivières, cartographiait les villes et observait comment la lumière de la lune se reflétait sur l'eau. Sa quête de la connaissance était infinie, et elle l'a souvent conduit dans des royaumes que personne d'autre n'osait explorer. Au fur et à mesure que le siècle avançait et que la renommée de Léonard se répandait à travers l'Europe, sa réputation devint celle d'un génie qui voyait à la fois le visible et l'invisible. Il était célébré par les nobles, admiré par ses collègues artistes et envié par ses rivaux. Pourtant, malgré tout son succès, il y avait quelque chose d'agité en lui. Derrière les sourires sereins de ses portraits et l'élégance de ses dessins se cachait un homme qui se demandait constamment s'il en avait fait assez. Ce malaise le suivrait jusqu'à la toute fin de sa vie, jusqu'à un moment qui allait laisser le monde stupéfait par ce que cet esprit inégalé a choisi de dire, le perfectionniste et le procrastinateur. Malgré tous les éloges que l'histoire adresse à Léonard de Vinci, ceux qui ont travaillé avec lui racontent souvent une histoire très différente. Une histoire de révision sans fin, de doutes et de projets qui ne semblaient jamais se terminer. Tout au long de sa carrière, Léonard est devenu célèbre pour avoir manqué des échéances et abandonné des commandes que d'autres se seraient empressés de terminer. Selon les archives de Florence et de Milan, ces mécènes attendaient souvent des années, parfois des décennies, pour les œuvres qu'ils avaient commandées. Quand d'autres blâmaient la paresse, ceux qui le connaissaient de bien savaient que c'était faux. Léonard était animé d'une obsession de la précision qui frôlait la paralysie. Il ne pouvait pas finir quelque chose tant que chaque élément, lumière, mouvement, anatomie et proportion, ne correspondait pas à la perfection qu'il voyait dans son esprit. L'un des premiers exemples est une œuvre connue sous le nom de l'Adoration des mages, commandée par les moines de San Donado en 1381. Elle était censée être un grand retable célébrant la naissance du Christ. Léonard a commencé avec énergie et vision, mais la peinture est restée incomplète. Aujourd'hui encore, elle existe sous la forme d'un enchevêtrement de croquis et de dessins préparatoires, un aperçu d'un processus qui n'a jamais abouti. Pourquoi ? Les historiens suggèrent que le perfectionnisme de Léonard l'a emporté avant qu'il ne puisse apposer le dernier coup de pinceau. Un autre exemple est la statue équestre de Francesco Forza, souvent appelée Il Cavallo. Commandée à Milan par la famille Forza, elle était censée être le plus grand cheval de bronze jamais réalisé. Léonard a passé des années à perfectionner le modèle, à étudier l'anatomie de vrais chevaux et à calculer comment équilibrer une structure aussi immense. Il a même conçu de nouvelles méthodes de fonderie pour la couler. Mais avant qu'elle ne puisse être achevée, le bronze a été réaffecté à la fabrication d'armes pendant la guerre. Les historiens de l'art ont souligné que même lorsqu'il déclarait un tableau terminé, il y revenait souvent plus tard, ajustant l'ombrage ou repensant l'anatomie. Sa technique du sfumato, le mélange progressif des tons, exigeait couche après couche de glacis transparent. Chaque ajout prenait des jours ou des semaines à sécher, transformant un seul tableau en un processus de plusieurs années. Le problème était que Léonard ne voyait pas le temps de la même manière que les autres. Pour lui, chaque projet était un organisme vivant, quelque chose qui pouvait toujours être amélioré. Des témoignages de ses contemporains le décrivent en train de fixer un tableau pendant des heures, pinceau à la main, perdu dans ses pensées,
puis d'ajouter un minuscule coup de pinceau avant de s'éloigner à nouveau. L'un des portraits les plus vivants de la personnalité de Léonard provient de Giorgio Vasari, un de ses premiers biographes qui a écrit « Vièse des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes ». Vasari décrivait Léonard comme un homme à l'intellect divin et merveilleux, mais aussi comme un homme dont l'esprit était si rempli de choses qu'il terminait rarement ce qu'il commençait. Les activités scientifiques et médicales de Léonard ont révélé la même attention obsessionnelle aux détails. Il était connu pour disséquer des corps humains en secret, non pas par curiosité morbide, mais pour comprendre comment les muscles, les veines et les os fonctionnaient sous la peau. Ces dessins anatomiques restent parmi les plus précis jamais créés, chaque ligne étant soigneusement étiquetée et mesurée. Dans ses notes, il se réprimandait pour toute erreur, aussi minime soit-elle. Selon ses carnets conservés, il a disséqué plus de 30 cadavres au fil des ans, travaillant souvent toute la nuit, avec la lumière des bougies qui vacillaient contre la pierre froide des hôpitaux florentins. Même ses croquis d'ingénierie portent les signes d'un raffinement sans fin. Il redessinait le même mécanisme des dizaines de fois, à la recherche d'un équilibre parfait que personne d'autre ne songeait même à remettre en question. Pour Léonard, chaque machine, chaque dessin était une expérience. Des amis et des assistants ont rappelé que Léonard laissait souvent des œuvres inachevées derrière lui lorsqu'il passait d'une ville à l'autre. Son esprit allait plus vite que ses mains. Une minute, il peignait la boucle d'un cheveu de saint. La minute suivante, il esquissait des plans pour un sous-marin ou calculait comment les ailes d'un oiseau généraient de la portance. Les psychologues modernes pourraient appeler cela du perfectionnisme mêlé d'agitation, une forme de génie qui se minait constamment lui-même. Et c'est ce qui fait de Léonard un tel paradoxe. Il vivait à une époque qui adorait la maîtrise et a pourtant passé sa vie à poursuivre un idéal qu'aucune main humaine ne pouvait atteindre. Ses œuvres inachevées sont devenues des symboles de cette quête, des fragments d'un rêve impossible. Au fil des ans, ce perfectionnisme implacable s'est accentué, devenant un fardeau. Il se mesurait à l'image inaccessible qu'il avait en tête. Et lorsque cet esprit, le plus grand de son époque, a finalement commencé à ralentir, la question est restée en suspens. Que pensait réellement Léonard de tout ce qu'il avait fait? S'il exigeait la perfection de chaque coup de pinceau, de chaque expérience et de chaque découverte, qu'a-t-il emporté avec lui sur son lit de mort? Qu'a-t-il dit de l'œuvre de sa propre vie, de la France, du mécénat et des derniers mois? En 1116, Léonard de Vinci avait 64 ans, un âge déjà remarquable au début du XVIe siècle. Ses mains, autrefois fermes après des années de dessin et de peinture, avaient commencé à trembler légèrement, et la vigueur qu'il avait portée à travers d'innombrables expériences commençait à s'estomper. Pourtant, même si le temps le rattrapait, son esprit restait aussi vif que jamais. C'est à ce moment qu'un nouveau chapitre de sa vie a commencé, un chapitre qui allait l'éloigner de l'Italie, des cours concurrentiels de Florence et de Milan, et le conduire au cœur de la France. Ce déménagement a eu lieu à l'invitation du roi François Ier, un jeune monarque dont la fascination pour l'art, l'architecture et la science rivalisaient avec celle de n'importe quel prince de la Renaissance. François voyait en Léonard un esprit capable de transformer la France en un centre de gloire intellectuelle. Des témoignages suggèrent que le roi a personnellement organisé le voyage de Léonard, lui accordant une généreuse pension et une résidence digne de son statut. Selon les archives historiques, Léonard a accepté l'invitation et a traversé les Alpes avec plusieurs de ses élèves, dont son assistant de confiance, Francesco Melzi, emportant avec lui non seulement ses carnets et ses croquis, mais aussi 3 de ses peintures les plus précieuses, la Joconde, Saint Jean-Baptiste et la Vierge à l'Enfant avec Sainte Anne. Léonard s'est installé au Clos Lucé, un petit château situé à quelques pas de la résidence royale d'Amboise.
Les deux bâtiments étaient reliés par un passage souterrain permettant au roi de rendre visite à Léonard quand il le souhaitait. Le Clos Lucé est rapidement devenu à la fois un lieu de retraite et un laboratoire. Entre ces murs de pierre, Léonard a continué à concevoir des dispositifs mécaniques, à étudier l'hydraulique et à explorer l'anatomie. Même si sa force physique diminuait, il ne pouvait plus réaliser de grands projets de ses propres mains. Mais il dirigeait les autres, dictait des notes et révisait d'anciens plans. Des témoignages contemporains suggèrent que François rendait souvent visite à Léonard, passant parfois des heures en conversation. Le jeune roi, à peine âgé de 20 ans, aurait traité le vieil Italien à la fois comme un mentor et un ami. Les chroniqueurs décrivent leurs discussions comme allant de l'architecture à la philosophie, du mouvement des planètes aux devoirs moraux des dirigeants. Que chaque détail de ces témoignages soit vrai ou non, il ne fait aucun doute que François appréciait immensément Léonard. Dans une lettre écrite à cette époque, un fonctionnaire de la cour a noté que le roi ne pouvait pas croire qu'un homme soit jamais né au monde qui en sache autant que Léonard. Les dernières années de Léonard en France ont été marquées par la réflexion. Bien que sa santé ait continué à se détériorer, très probablement en raison d'un accident vasculaire cérébral qui a partiellement paralysé sa main droite, il est resté intellectuellement actif. Il a organisé ses carnets, examiné ses croquis et dicté ses pensées à Melzi, qui deviendrait plus tard le gardien de ses manuscrits. Il a également été officiellement nommé premier peintre, ingénieur et architecte du roi, un titre qui symbolisait à la fois l'honneur et la gratitude. Le 2 mai 1119, Léonard s'est éteint au Clos Lucé à l'âge de 67 ans. Francesco Melzi était à ses côtés, ainsi que plusieurs serviteurs de la maison royale. Les circonstances précises de sa mort sont difficiles à confirmer, car la plupart de ce que l'on sait provient de récits ultérieurs. Georges Vasari, écrivant des décennies plus tard, a décrit une scène dramatique dans laquelle le roi François lui-même tenait la tête de Léonard alors qu'il mourait, une image forte d'amitié et de respect. Mais les historiens s'accordent généralement à dire que Vasari, bien qu'animé de bonnes intentions, avait tendance à embellir. Ces histoires mélangeaient en souvent faits et sentiments, créant des portraits destinés à inspirer plutôt qu'à documenter. Ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que Léonard a été enterré dans la chapelle Saint-Hubert, sur le domaine du château d'Amboise. Les archives du début du XVIe siècle confirment que la cérémonie a eu lieu là. Bien qu'au fil des siècles, le site ait subi des dommages, des restaurations et même une destruction partielle. Au XIXe siècle, l'emplacement exact des restes de Léonard était devenu incertain. Lorsqu'une tombe que l'on croyait être la sienne a été redécouverte lors de fouilles dans les années 1800, les ossements ont été réinhumés sous une pierre tombale portant son nom. Pourtant, aujourd'hui encore, les chercheurs continuent de débattre de la question de savoir si elle contient réellement ces restes. Après la mort de Léonard, François Pmar aurait été profondément attristé, le qualifiant d'homme qui n'avait jamais eu d'égal. L'admiration du roi a contribué à préserver l'héritage de Léonard en France, garantissant que ses œuvres, achevées ou non, restent sous la protection royale. Les peintures qu'il avait emportées avec lui ont finalement été intégrées à la collection royale française et des siècles plus tard, la Joconde a trouvé son domicile permanent au Louvre. Mais au-delà des honneurs, des titres et des amitiés royales, les dernières années de Léonard révèlent quelque chose de plus tranquille et de plus humain. Elles montrent un génie vieillissant en paix avec la recherche elle-même, toujours en train de mesurer, toujours en train d'esquisser, toujours curieux. Même si son corps l'a trahi, il semblait se contenter de vivre entouré d'idées. Pourtant, à l'approche des dernières heures de sa vie, une question se pose. Quelles pensées ont rempli son esprit alors qu'il faisait face à la fin? Malgré toute l'admiration qu'il a reçue, malgré tous les chefs-d'œuvre qu'il a laissés derrière lui,
Léonard a emporté quelque chose de non dit dans ce dernier moment. Les reporters et les figurants. Pendant des siècles, la légende des derniers mots de Léonard de Vinci a été répétée dans les biographies, les documentaires et les récits de classe. Des mots que l'on dit avoir franchi les lèvres de l'un des plus grands esprits de l'humanité, alors qu'il gisait mourant en France en 1919. En fait, ce que Léonard nonne, ce que Léonard de Vinci a dit avant de mourir, vous laissera stupéfait. Les derniers mots de Vinci ont été « J'ai offensé Dieu et l'humanité parce que mon travail n'a pas atteint la qualité qu'il aurait dû avoir. » Ces 16 mots sont devenus une épitaphe définissant un homme dont le nom même est synonyme de génie. La phrase nous vient à travers les écrits de Giorgio Vasari, l'artiste et biographe du XVIe siècle, dont les vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes restent l'un des textes fondamentaux de l'histoire de la Renaissance. Le récit de Vasari sur le décès de Léonard est vif, dramatique et profondément moralisé. Typique de son style de narration, il dépeint Léonard entouré d'une assistance royale, réconcilié avec la foi et confessant ses regrets pour ses activités mondaines, disant même, selon les rumeurs, « Je ne peux plus le cacher ». Mais c'est là que réside le problème. Vasari n'était pas en France lorsque Léonard est mort. Son récit, écrit des décennies plus tard, s'appuyait sur des rapports de seconde main et, dans certaines parties, sur ce que les chercheurs pensent être des fioritures littéraires conçues pour façonner des leçons morales pour ses lecteurs. Selon les historiens modernes, le portrait des dernières heures de Léonard par Vasari pourrait révéler davantage les valeurs de l'auteur que l'état d'esprit de Léonard lui-même. Les chercheurs qui ont analysé le texte de Vasari et ceux qui ont suivi son récit mettent en garde contre le fait que la ligne peut avoir été paraphrasée ou même composée pour servir de réflexion morale sur les limites de l'orgueil et de l'intellect humain. Les vérificateurs de faits et les critiques universitaires ont depuis souligné qu'aucun document contemporain, aucune lettre, aucun journal intime ou témoignage de la présence de Léonard ne confirme ces mots exacts. Pourtant, la phrase a persisté, portée par des siècles de récits, car elle capture quelque chose de terriblement plausible dans la personnalité de Léonard. Pourquoi ? Parce qu'elle correspond au schéma que nous reconnaissons déjà. Le perfectionnisme implacable de Léonard, son insatisfaction face aux projets inachevés, ses bricolages incessants avec les techniques. Voici un homme qui a disséqué des cadavres pour comprendre la mécanique de la vie elle-même, qui a expérimenté des pigments et des machines que peu de ses contemporains pouvaient comprendre, et qui même dans le triomphe semblait consumé par ce qu'il n'avait pas achevé. C'est ce qui rend ces derniers mots supposés si frappants. Pour le monde extérieur, les réalisations de Léonard étaient presque surhumaines. La Joconde, la Seine, l'homme de Vitruve et des milliers de croquis qui anticipaient des technologies des siècles à l'avance. Mais si le rapport de Vasari est même à moitié vrai, alors Léonard lui-même regardait en arrière non pas avec fierté, mais avec déception, mesurant l'œuvre de sa vie non pas par rapport aux autres, mais par rapport à un idéal qu'il croyait n'avoir jamais atteint. Dans cette optique, ces derniers mots ressemblent moins à de la culpabilité qu'à une confession, d'un esprit qui n'a jamais cessé de placer la barre plus haut. Léonard, selon de nombreux témoignages, croyait que l'art et la science étaient un des moyens d'approcher la vérité divine. Offenser Dieu dans ce contexte aurait pu signifier ne pas rendre justice à la perfection de la nature qu'il cherchait à imiter. Ces croquis de muscles, d'ailes et de rivières étaient des actes de révérence, des tentatives pour découvrir comment la création elle-même fonctionnait. Pour un homme comme ça, tout ce qui n'atteignait pas la perfection pouvait en effet être perçu comme une sorte d'échec moral. Il existe cependant une autre interprétation que les chercheurs nous rappellent souvent de prendre en compte. Vasari
en tant qu'écrivain, avait l'habitude de présenter les vies des artistes comme des drames moraux. Ces biographies se terminent souvent par des conclusions réfléchies, presque semblables à des sermons, destinés à enseigner la vertu ou l'humilité. De ce point de vue, les derniers mots rapportés de Léonard n'étaient peut-être pas une citation exacte, mais un moral posthume conçu par Vasari lui-même. Il transforme la mort de Léonard en une clôture narrative, le humble génie reconnaissant ses limites devant Dieu, parfaitement adapté aux idéaux de foi et de modération de la Renaissance. Alors, quelle version croire? La confession littérale d'un maître mourant, hanté par ses propres normes, ou la morale fabriquée d'un biographe, cherchant à humaniser un homme qui semblait plus grand que nature? Ce que nous pouvons dire avec prudence historique, c'est que ces mots ont perduré parce qu'ils font écho au paradoxe de la vie de Léonard. Un homme qui a construit des machines volantes, mais qui n'en a jamais vu une décoller. Un homme qui a peint des chefs-d'œuvre tout en laissant de nombreuses toiles inachevées. Un homme célébré par les rois et les érudits, mais qui a peut-être regardé son œuvre et n'a vu que ce qui manquait. Dans ces dernières années, l'agitation de Léonard ne l'a jamais quitté. Que Vasari ait enregistré ses véritables derniers mots, ou qu'il en ait simplement capturé l'essence, l'idée que même le plus grand génie de la Renaissance puisse mourir en croyant qu'il n'a pas été à la hauteur est toujours stupéfiante. Réécriture de l'héritage. Lorsque Giorgio Vasari a enregistré pour la première fois les derniers mots rapportés de Léonard de Vinci, il n'a probablement jamais imaginé à quel point ces mots deviendraient durables. Au fil des siècles, cette seule ligne a voyagé plus loin que n'importe laquelle des machines de Léonard. Copiée, traduite, citée et dramatisée. Elle est devenue partie intégrante de la légende, transformant l'image de Léonard d'un symbole rayonnant du génie humain en quelque chose de plus complexe, un homme hanté par sa propre brillance. Des vies des artistes de Vasari, la ligne a été intégrée aux histoires de l'art du XVIIe siècle, puis à la littérature de l'ère romantique, où l'idée du génie torturé a pris racine. Au XIXe siècle, des écrivains et des philosophes citaient la prétendue confession de Léonard comme preuve que même les plus grands esprits ressentent le fardeau de l'échec. Aujourd'hui, ces mêmes mots circulent sans cesse, souvent dépouillés de leur contexte, apparaissant comme s'il s'agissait d'un fait vérifié, mais la vérité est beaucoup plus nuancée. Les historiens modernes ont pris soin de rappeler au lecteur qu'aucune preuve contemporaine ne confirme la citation textuellement. Vasari, bien qu'inestimable en tant que biographe, avait l'habitude de façonner ses récits pour enseigner des leçons morales. Selon les commentaires universitaires et les revues de vérification des faits, y compris les analyses publiées par des chercheurs modernes, la phrase est mieux comprise comme étant attribuée et non authentifiée. Elle reflète la façon dont les générations suivantes voulaient voir Léonard comme un homme qui incarnait à la fois une créativité illimitée et un profond doute de soi. Cette dualité est en partie ce qui maintient l'histoire de Léonard en vie. La ligne rapportée s'inscrit parfaitement dans deux mythes culturels durables. Le premier est le trope de la souffrance pour l'art, l'idée que les vrais artistes sont à jamais insatisfaits, que la grandeur et le tourment doivent coexister. Le second est le récit du génie tragique, l'idée que la brillance isole son porteur, le laissant incapable d'apprécier son propre succès. Dans les deux cas, la citation donne au public un moyen d'humaniser Léonard. Elle nous permet d'imaginer que même un esprit aussi extraordinaire que le sien s'est débattu avec l'insécurité et l'imperfection, tout comme nous le faisons. Mais la fascination en dit aussi quelque chose sur nous. Comme le soulignent les initiés de l'histoire de l'art, les gens s'accrochent souvent aux déclarations finales dramatiques parce qu'elles semblent distiller toute une vie en un seul moment profond. Que Léonard ait réellement prononcé ces mots ou non, leur pouvoir émotionnel perdure parce qu'ils sonnent juste par rapport à son personnage.
Ils résonnent avec ce que nous savons de son perfectionnisme. L'homme qui retravaillerait un seul sourire pendant des années, qui abandonnait des commandes lorsque les pigments ne fonctionnaient pas comme prévu, qui remplissait des carnets de dessin qui ne seraient jamais construits. Pourtant, les chercheurs appellent à la prudence. Accepter la citation au pied de la lettre, sans contexte, c'est passer à côté de la plus grande leçon que la vie de Léonard nous offre. Sa carrière a été définie par une curiosité implacable. Il n'était pas un homme vaincu par l'imperfection. C'était un homme qui refusait d'arrêter de s'interroger. Ainsi, lorsque nous entendons cette prétendue confession, ce n'est peut-être pas la culpabilité que nous devrions entendre, mais l'humilité, la reconnaissance que, peu importe ce que nous réalisons, la poursuite de la connaissance et de la beauté est sans fin. C'est la conclusion moderne. D'une part, l'histoire de Léonard nous rappelle que la grandeur et le doute de soi peuvent coexister, que le perfectionnisme, bien que douloureux, peut également stimuler une innovation extraordinaire. D'autre part, elle nous met au défi de penser de manière critique à l'histoire elle-même. Chaque citation, chaque anecdote, chaque dernier mot supposé nous en dit autant sur ceux qui le répètent que sur la personne qu'il décrit. La ligne de Vasari peut révéler moins de choses sur l'âme de Léonard que sur les idéaux de piété et de réflexion morale de la Renaissance. Alors, où cela nous mène-t-il ? La confession finale de Léonard était-elle un moment d'honnêteté brute ou une morale soigneusement façonnée par quelqu'un qui l'admirait de loin ? La réponse ne sera peut-être jamais certaine, mais peut-être que cette incertitude est appropriée. Après tout, Léonard lui-même a vécu dans les questions. La légende de ses derniers mots perdure non pas parce qu'elle est prouvée vraie, mais parce qu'elle capture quelque chose d'essentiel sur la condition humaine. L'effort incessant pour faire plus, pour comprendre plus, pour devenir plus. Et c'est peut-être le véritable message qu'il a laissé derrière lui. Alors, qu'en pensez-vous ? Ces mots étaient-ils le murmure d'un perfectionniste confronté à ses limites ou l'invention d'un conteur destiné à enseigner l'humilité ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.